Bonjour. Bonjour tout le monde. Pas trop fatigué? Moi je suis crevé. C'est le bain, je sais pas comment il s'appelle au coin là, c'est terrible. Alors, Software is eating the world. C'est super, on a gagné. Euh, les développeurs ont le pouvoir. Même les plus grands capitalistes le reconnaissent depuis 2011. Bon, c'est pas n'importe qui, hein. Andreessen Horowitz, il était plutôt avec un profil technique. Mais c'est reconnu et je pense qu'on le ressent maintenant dans notre entourage et dans nos sociétés. Mais avant de célébrer, je voudrais qu'on se rappelle des moments difficiles où les développeurs étaient considérés comme des mineurs qui devaient exécuter quelque chose qu'on leur donnait sur un cahier des charges et qui n'avaient rien à dire dessus, rien à donner en termes de user experience, en termes de suggestions. On n'écoutait pas. Donc si vous vous rappelez ce que c'est ce monde-là, je recommande ce livre. Ou le film, hein. Vous avez la version aussi film, Germinal. Mais ça, c'est fini. Maintenant, on a tous les pouvoirs. C'est génial. On peut tout faire. On peut révolutionner une ville. On peut tout construire, ce qu'on veut, comme on veut. Le pouvoir est dans nos mains. C'est génial. Alors quand on a le pouvoir, eh ben, on fait ce qu'on sait faire. Donc moi, si je dois construire une civilisation dans cette société programmable, j'ai des références. Parce que civilisation, je maîtrise, je tue les barbares, je fais à fond la techno. À la fin, il y a quand même deux, trois empires très militaires qui vont vouloir s'affronter, mais moi j'ai des chars, eux ils ont encore des pygmées. Donc ça va bien se passer, je vais gagner. Sauf que j'ai des doutes. Alors, je pense que le doute le plus important, ça vient du fait que le jour, j'ai appris l'histoire de Nobel. Alors, qui connaît l'histoire de Nobel? Très bien. Euh, donc, Monsieur Nobel, Alfred, euh, c'était un techos spécialisé dans la dynamite. Euh, il a inventé la dynamite en fait à partir de nitroglycérine, essentiellement pour les mineurs à la base. Et il a fait beaucoup d'argent. Et puis un jour, il s'est rendu compte que sa techno à lui, qu'il avait inventée pour faciliter la vie des mineurs, elle avait été récupérée dans des batailles et que c'était horrible, ça créait beaucoup de morts et beaucoup de malheurs. Du coup, pour se repentir, il a mis de l'argent de côté, qu'il a placé, et il a créé une fondation, et c'est le prix Nobel qui, tous les ans, récompense des personnalités remarquables. Donc voilà, quand je me dis que quelqu'un a pris tant d'efforts pour se racheter par rapport à ce qu'il avait inventé comme techno, je me dis attention, la techno, parfois en fait, on peut regretter ce qu'on a pu lancer ou faciliter. Bon, donc on va faire attention. Si on doit créer quelque chose, on va essayer de créer quelque chose qui soit civilisé, où il n'y ait pas de guerre, où il y ait des protocoles, où il y ait une capacité à suggérer des choses à la communauté pour s'entendre, où on va pouvoir vivre ensemble de manière agréable, un petit peu comme le web en fait. Pour moi, le web, l'ensemble des normes et des protocoles sur lesquels on s'est mis d'accord, c'est assez génial. Et une ville idéale pour moi, une ville qui ressemble beaucoup au web. Donc ça, c'est un modèle de civilisation qui pourrait marcher si on comprenait tous le web. Et c'est loin d'être le cas. Parce qu'en fait, dans ce monde, il y a des gens qui conduisent les voitures avec des smokings, et puis il y a des gens qui conduisent des voitures avec des vêtements un peu plus efficaces pour conduire une voiture. Donc nous, je pense que rien qu'à regarder la salle, il n'y a pas beaucoup de smoking déjà pour une réunion. Alors en voiture, je pense qu'il y en a très peu chez vous qui conduisez votre voiture en smoking. Ces gens-là, c'est des gens qui parlent par exemple de transformation digitale. Alors, transformation digitale. Ouais, de quoi on parle? Bon, alors, digital transformation, maybe. Transformation numérique, peut-être. Voilà.
on mixe du vocabulaire, on parle de choses qu'on constate, mais qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais pratiqué avec ses 10 doigts, et on prend des décisions dessus. Et donc ces gens-là, en fait, on ne peut pas envisager de créer une civilisation basée sur les principes du web sans les embarquer. Donc ça, c'est mon doute principal. Sinon, on aurait déjà créé tout ce qu'il faut sur le modèle estonien. Voilà. Hop. Alors, je vais être provocateur. Parlons de transformation. Ouais, je ne vais pas utiliser le mot parce que plus j'utilise, plus je me sens analogique en fait. Je suis analogique. J'aime les analogies d'ailleurs. Donc, la disruption, ou en fait les effets du code. Les effets du code sur notre société. Je vais aller dans le désordre. La musique, avec Apple, il y a quand même pas mal de monde qui se sont retrouvés sur le carreau et qui le sont toujours. Les livres et les médias, avec Facebook et Google. Il y a beaucoup de gens qui cherchent encore des jobs et qui ne comprennent pas qu'en fait le monde a changé. Après, maintenant, en ce moment, c'est la distribution. Donc, même Carrefour se plaint d'Amazon. Donc, ça, c'est parti. Plus récemment, l'hôtellerie. L'hôtellerie, avec Airbnb, il y a pas mal d'hôtels parisiens qui s'en plaignent. Ils ont fait passer des lois pour être sûr que les gens qui partagent avec Airbnb payent bien leurs impôts, ce qui est bien. Et très récemment, Uber. Uber et les taxis. Alors, vous connaissez l'histoire. En fait, tout ce qui est déjà très couvert par les médias, je ne vais pas vous la refaire. On pourra en parler plus tard. Mais bon, Uber a quand même changé la vie de beaucoup de monde, a fait flipper beaucoup de monde, a changé en mieux, je trouve, l'attitude des taxis parisiens, tout en les mettant, en effet, dans une situation difficile. Et là, je ne vais pas vous faire pleurer, mais je pense que la prochaine, c'est dans les banques. Donc, séance projective. Il y a 300 000 employés dans les banques de détail aujourd'hui. Je ne suis pas allé en agence depuis 20 ans. Qui a encore une agence? D'accord. Qui pense qu'il n'ira pas dans son agence dans 10 ans? Voilà. Bon, il y a quand même 300 000 personnes. Le matin, elles vous attendent. Ah, vous n'êtes pas venus. Mais pourquoi vous n'êtes pas venus? Il y a une application qui tourne pas mal. Et puis d'ailleurs, j'ai changé de banque parce que la vôtre, elle est vraiment pourrie. Mais merci. Hein. Mais par contre, c'est vrai qu'au niveau financier, je ne connais pas grand-chose. J'ai un peu d'argent à placer pour le long terme. Je pense que pour ma retraite, ce n'est pas l'État qui va le payer. Donc j'aimerais bien que quelqu'un m'aide. Et visiblement, vous n'avez pas été formé pour ça. Donc ça ne va pas le faire. Ça ne sert à rien que je vienne. Et ces gens-là, donc je ne vais pas vous faire pleurer sur leur sort, même si c'est une vraie question. Aujourd'hui, ils se sentent menacés. Donc là, aujourd'hui, en France, en planifié, il y a déjà 15% des agences qui vont fermer. Et en gros, en 2020, il n'y aura plus grand-chose. Et à côté de ça, les investissements dans les fintech, dans le software, est en train de doubler. Donc c'était 20 milliards l'année dernière d'argent qui est placé dans des technologies qui aident les gens à sécuriser leur futur financier. Donc c'est ça les fintech. Donc c'est un vrai ciseau qui est en train d'arriver sur ces gens-là, qui vont se retrouver sur le marché du travail complètement paumés. Enfin, imaginez, un banquier qui était en situation de pouvoir absolu vis-à-vis de toute sa clientèle, du jour au lendemain, il faut qu'il trouve un autre job dans ce monde-là. Pas évident. Mais bon, comme je le disais, je peux vous faire pleurer là-dessus. Alors après, par contre, il y a quand même des gens qui ne font pas partie ou qui ne sont pas initiés, comme on peut l'être ici, puisqu'on est une minorité malheureusement. C'est notre famille, par exemple. Donc notre famille, hein, les têtes de pioche, comme dit Zebda, ou bien l'Adams Family, vous vous identifiez à qui vous voulez, ou le petit frère de Hayam, c'est des gens qui nous sont proches, c'est des copains d'enfance, c'est des gens qui sont dans des situations, qui ont des jobs, et vous savez, vous le voyez, qu'ils sont malheureux, il n'y a pas d'avenir, et ils vont morfler. Donc dans ce cadre-là, il faut ouvrir les chakras et essayer d'avoir de l'influence, mais qui englobe l'ensemble, d'après moi, parce que sinon, c'est une impasse. Donc,
je n'ai pas d'opinion sur l'ensemble des mouvements, enfin j'en ai, mais je ne vais pas en parler, sur les mouvements en place actuellement. Donc Nuit debout, Fluctuat nec mergitur, que j'ai beaucoup aimé, parce que j'aime le latin. Je suis Charlie. Donc à chaque fois, suite à des événements de barbarie, on a eu des mouvements spontanés de personnes qui ont dit non, moi ça je veux pas. Donc c'est un certain engagement qui est récent et qui est arrivé, qui a participé à l'un de ces événements, ou participe encore. Ah. Bon, je ne dis pas que c'est obligatoire, mais c'est juste une manière de s'engager. Après, il y en a d'autres. Hein. Là, en Espagne, il y a les Indignés, inspirés par un Français. Voilà, donc ça, on peut aller dans la rue, on peut participer à l'association pour faire avancer les choses, pour gueuler, ça on sait faire en France. Après, quand il s'agit de construire, c'est beaucoup plus dur. Ça, c'est beaucoup plus dur de construire que de contester. Alors, la présentation pourrait s'arrêter là, parce que j'ai peu de convictions, mais j'en ai quand même. Et pour moi, ce qui fait une civilisation, ou les marques de civilisation, ou ce qui donne des civilisations sur le futur, c'est 3 convictions. La première, c'est que c'est la place de la femme, en fait, une manière de reconnaître une civilisation par rapport à une barbarie, d'après moi, c'est l'égalité homme-femme, tout simplement, qui est très récente en France, hein, même en France, et qui est absolument inexistante dans beaucoup de pays du monde, malheureusement. Donc la place de la femme, pour moi, il n'y a même pas de débat, en fait. Mais on peut en discuter. Ensuite, il y a un deuxième point qui me semble essentiel, c'est l'éducation. L'éducation, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais voilà, des convictions, on peut en avoir très peu. Là, moi, j'en ai une, c'est que l'éducation des enfants et même des gens en costard, et même de nous, hein, par rapport à la technologie de dans 2-3 ans, c'est fondamental. C'est ce qui fait qu'on ne prend pas des décisions à l'emporte-pièce, on travaille en considérant le système puisqu'on le connaît. C'est trop facile en fait, de contester une partie, un angle, etc., si on n'a pas l'ensemble. Donc l'éducation. Alors, quand on parle d'éducation, en plus des jeunes femmes, en plus dans des pays où l'égalité homme-femme n'existe pas, ça existe, et je vous recommande, moi, Malala, c'est un bouquin qui vient de sortir, c'est l'histoire d'une dame qui construit des écoles au Pakistan, prix Nobel de la paix 2014. Très belle, c'est hyper fort. J'avais lu Three Cups of Tea il y a 5-6 ans. C'était le même genre, mais c'était un homme qui le faisait. Le troisième axe sur lequel j'ai une conviction, c'est que c'est par rapport à nos enfants, justement, dans une société programmable. Nos enfants ne seront pas des citoyens s'ils ne comprennent pas ce qui se passe derrière l'écran. On a une majorité d'enfants aujourd'hui, malheureusement, qui considèrent que l'écran, c'est un truc qui produit des choses avec lesquelles on peut jouer, sur lesquelles on n'a pas de contrôle. De passer derrière l'écran et de leur expliquer « oui, mais tu sais, là, tu es un peu en train de te faire manipuler, et là, il y a quelqu'un qui est en train de récupérer ton email, et peut-être que c'est un pédophile. Ah, c'est quoi, papa, un pédophile ? Ok, bon, je t'explique, mais sache que là, tu es en train de te faire monter la tête par quelqu'un. Mais oui, mais c'est Internet. Ouais, c'est cool. Ouais, bah non, c'est pas cool. Et ça, en fait, c'est des réflexes que les enfants n'ont pas. Et pour être citoyen, donc on va dire à 18 ans, à leur majorité, pour voter, prendre des décisions, avoir de l'influence sur la société, s'ils ne comprennent pas les tenants et aboutissants de notre société programmable, ça ne pourra pas être des citoyens complets. Ça serait partiellement des esclaves. Donc la conviction que j'ai, c'est tout ce qu'on peut faire pour aider les enfants, parce que bon, après il y a des générations qui sont un peu perdues. Hein. Voilà, il y a pas mal de costards qui sont pas mal perdus. C'est trop tard. Mais donc autant se focaliser sur les jeunes et faire en sorte qu'eux au moins ils comprennent. Alors, donc je disais, la présentation aurait pu s'arrêter là, mais ce que je vous propose, c'est un petit format de apostrophe, bouillon de culture. Qui regardait apostrophe? Normalement, en fonction de l'âge, merci,
Voilà. Et qui regardait Bouillon de culture? D'accord. Alors il y a un gars maintenant sur la 5, je crois, qui fait un truc équivalent. Alors moi, j'ai pas regardé toutes les émissions, hein. Après, on va pas faire une revue philosophique non plus. Et je vais pas étaler ma culture parce que ça sera pas épais. Et on connaît tous l'adage. On ne sait pas si ça vient de Gainsbourg ou de François Sagan d'ailleurs. La culture, c'est comme plus. Non, c'est l'inverse. Ah, moins on en a, plus on l'étale. Voilà. Donc on va éviter de faire ça, hein. Mais on va en faire un tout petit peu, quand même. Alors, un bouquin que je vous recommande, qui est récent. Après, vous pouvez ne pas être d'accord avec l'ensemble des idées, mais j'ai trouvé que c'était un bon résumé de pas mal d'années de philosophie en un condensé qui se lit bien. C'est un bouquin qui vient de sortir d'André Comte-Sponville sur ses entretiens où il parle de sa pensée et notamment de la pensée de Montaigne. Donc Montaigne, j'étais déjà fan, notamment parce qu'il est de Tours et il a vécu un endroit très sympa pendant des années relativement sympas. Et là, Comte-Sponville, je trouve qu'il résume bien il résume bien les choses et il les relaye sur des questions fondamentales d'aujourd'hui. Alors, il va y avoir une règle de 3. Je ne sais pas pourquoi. J'ai fait les slides et il y en a plein en fait où il y a une règle de 3, où il y a 3 éléments. Donc, Comte-Sponville, il est rationaliste. Donc, il n'y a pas d'extraterrestre ni de phénomène qui ne soit pas possible de rationaliser. Il est humaniste. Il considère que l'espèce humaine est avant tout, prime avant tout. Et il est matérialiste. Hein, voilà. Donc, il n'est pas du tout spirituel, religieux, etc. Et voilà, je vous conseille, pour ceux qui aiment lire, si vous voulez lire un peu de philo sans vous énerver, voilà, je vous le conseille. Et on va s'en arrêter là. Alors maintenant, on va faire de la philo à nous. En fait, je me suis posé la question, c'est quoi les types de gouvernement? Donc, wiki, type de gouvernement. Hop, et là, je tombe sur la pensée de Kant. Alors Kant, c'est brutal, ça se lit pas, quoi. C'est des trucs, c'est des milliers de pages. Même en Kindle, ça va tellement pas vite que t'as pas envie d'ouvrir. Donc, lui, l'avantage, c'est que c'est structuré. Et donc, comme c'est structuré, eh bien, on va faire un peu d'Haskell. Alors, il y a trois dimensions qui permettent de définir les types de gouvernement. C'est un modèle incomplet, puisque avec 3 dimensions booléennes, il devrait y en avoir 8. Eh ben, il n'y en a que 4. Donc Kant s'est dit, voilà, il n'y a que 4 gouvernements stables possibles. Donc je vous invite à regarder les autres si ça vous intéresse, et publier si jamais il y a un autre type de gouvernement auquel Kant n'avait pas pensé, allez-y, publiez. Bon, lui, pour faire simple, et rappeler un petit peu les bases des différents types de gouvernement, il considère que les 3 dimensions importantes, c'est la liberté, la loi et la force. Donc, allons-y, on joue. L'anarchie. Eh ben, l'anarchie, on est libre. Il y a des lois qui ont été entendues entre nous comme un protocole. Mais il n'y a pas la force pour faire respecter les lois ou la liberté. Le despotisme, en gros, il n'y a pas de liberté, c'est sûr, il y a de la force. La barbarie, c'est très simple, c'est que la force. Donc c'est l'État, la loi de la jungle, quoi, on va dire. Et ensuite, il y a la République, où il y a les 3 en même temps. Donc c'est assez simple à comprendre, assez simple à se souvenir, je trouve. Mais bon, voilà, ça c'était les pages culture. Alors, la culture, c'est comme l'amour. Il faut y aller par petits coups au début pour bien en jouer plus tard. Donc on ne va pas s'énerver, hein. On va utiliser nos références. Allons-y. Alors, les 4 types de gouvernement dans Star Wars. C'est quand même assez... Enfin, c'est l'une des qualités de la série, c'est que c'est complet dans les types de civilisation. Donc il y a bien sûr la barbarie,
avec les Toscanes. Alors après, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à contribuer, j'en tiendrai compte pour le prochain. Le despotisme avec l'Empire. Une forme de république chez les Jedi, qu'on retrouve aussi chez les résistants. Comment? Non, non, mais très bien. Alors, pourquoi une oligarchie? Non, non, mais très bien. Tu parles de l'Empire ou tu parles de... Oui. Ouais. Ah oui, on est d'accord. Mais là, je pensais république dans le mode de fonctionnement de la société des Jedi, sans parler de toute la société. On ne sait pas comment ils sont élus? D'accord. D'accord. Non, bah, ouais, ouais. Et les résistants? Je pense que c'est une... Bon, il y a des formes de société qui ont l'air à peu près représentatives, mais en effet, on peut se poser la question. Et c'est les questions qu'il faut se poser, parce qu'on peut se la poser aujourd'hui dans notre société d'ailleurs. Ah, et ben c'est le slide suivant. Et monsieur fait partie de la présentation. Alors, une république. Donc pour moi, quand je pense république, je pense toge. Donc on l'a vu hier, sachant que les gens à toge, donc il y a eu les Grecs d'abord. Ensuite, il y a eu une partie de l'histoire romaine qui était une république aussi. Donc c'est un fonctionnement où des personnes sont élues pour représenter le peuple et prennent des décisions. Donc, ouais, je pense que ça, on maîtrise à peu près quand même le fonctionnement d'une république. Alors, est-ce que c'est vraiment démocratique? C'était pas le cas. Là, en l'occurrence, démocratique, ça veut dire que l'ensemble du peuple est représenté, ce qui n'était pas le cas. Notamment, comme nous le rappelle Spartacus, parce que dans la République, en fait, il y avait plein d'esclaves. Il y en avait une majorité, en fait. Les 2 tiers de la société étaient des esclaves. Donc j'ai du mal en fait à dire voilà c'était une société républicaine quand les 2 tiers de la société étaient en fait en esclavage. Pour moi ça marche pas trop. En parlant d'esclavage, je vous recommande un livre tout à fait intéressant, La démocratie contre les experts, où on dit que les Grecs ne voulaient pas être dépendants d'experts qui maîtrisent une partie du système et qui puissent prendre des décisions sans représentativité, sans contrôle par le forum de ces décisions. Donc le contrôle devait être absolu, et c'était des esclaves. Donc l'équivalent de nos écoles d'administration, en fait, ou de la majorité des fonctionnaires à l'époque, c'était des esclaves. Mais alors qu'on dit esclaves, c'est pas forcément qu'ils étaient fouettés, c'est des gens qui avaient des mandats, qui pouvaient passer d'un poste à un autre et qui étaient sous l'esclavage du peuple représenté par le forum. Et donc je vous invite à le lire, c'est assez intéressant, puisque même dans la société d'aujourd'hui, on se dit qu'il y a quand même pas mal d'experts, ou prétendus experts, qui ont un pouvoir et qui en usent et abusent. Ce modèle-là peut être intéressant, mais je pense qu'ils ne seraient pas d'accord. Alors, République. Bon, alors, on peut être en République, et puis y avoir quand même des choses qui sont, alors peut-être pas, on va dire choquantes, enfin, qu'il faut savoir. Voilà. Donc là-dessus, je vous conseille Thomas Piketty, pas forcément dans la dernière partie du livre où il rentre dans les recommandations, mais plutôt dans le bon début où vous êtes assommé de données. Et comme on aime bien tous les datas, eh ben là, vous en avez de la data. Alors, plusieurs idées que j'ai retenues et qui, pour moi, sont incontestables. La première, c'est sur l'idée de croissance. Tout discours politique actuel nous dit on va retrouver la croissance, c'est bon, on va arrêter d'être endetté, on va arrêter d'accumuler de la dette, elle revient, elle revient.
Dans les faits, c'est souvent des gens qui ont vécu dans les années 60, donc dans une période de la France qui était absolument exceptionnelle. Ça s'appelait les 30 Glorieuses, avec des croissances supérieures à 5%, donc un peu comme ce que connaît la Chine. Ça a duré 30 ans, en gros 45-75. Et ces gens-là, en fait, considèrent que le modèle normal, c'est ça. C'est normal, puisque c'est ce qu'ils ont vécu, et à ce moment-là, ils étaient heureux, et ils considèrent que tout le monde était heureux. Logique. Sauf que les tendances de croissance des années précédentes ne sont même pas à 1%, et les tendances de projection future à long terme sont à 1%. Donc si on gouverne en considérant que, ouais, on va y arriver, on va remonter à 2%, donc on va faire un budget là-dessus, eh ben, il y a un moment, quand la vraie croissance n'arrive pas et qu'on pilote dessus, qu'on se trompe de KPI, eh bien, on se retrouve à s'endetter. Alors le problème de la dette, c'est un vaste sujet, mais globalement, un jour, il faut payer. Et je pense que nous, dans la salle, il y en a, enfin, on va payer et nos enfants vont payer. Différentes manières de payer, parce qu'on peut ne pas payer aussi. À ce moment-là, c'est l'Argentine. Donc, regardez ce qui s'est passé en Argentine dans les années 90. Ça a été très douloureux et ça a duré très longtemps. La Grèce, c'était rien à comparer. Mais la Grèce donne une bonne idée de ce que ça peut donner. Donc, de piloter des politiques sur un modèle de croissance qui, de toute façon, n'existe pas et qui n'est pas forcément nécessaire pour être heureux, c'est dangereux. C'est dangereux à long terme, puisqu'on emmagasine la dette que nos enfants paieront. Pareil pour la nature, d'ailleurs. Tout ce qu'on prend à la planète que la planète ne peut pas absorber, c'est quelque chose que nos enfants paieront. Alors, je voulais partager avec vous une étude de Developer Economics qui reprend un peu la structuration de la société d'après Thomas Piketty. Donc, je n'ai pas encore parlé de sa thèse principale. Thomas Piketty, je reviens. Ce qu'il considère, c'est il y a deux dimensions. Il y a le revenu et le patrimoine. Et il s'avère que la société, même républicaine, est inégalitaire. Si vous prenez la médiane des revenus, vous avez 50% de la population qui sont considérés pauvres. Après, il y a 40% de classe moyenne. Et après, 10% de riches et 1% de très riches. Historiquement, les révolutions arrivent quand les 10% ne sont plus d'accord avec les 1%. Et là, changement de régime, on reboot. Et c'est d'autres personnes qui font partie du 10% qui prennent le pouvoir. Vous pouvez regarder l'histoire de France, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, vous avez aujourd'hui une société française qui est relativement moins inégalitaire que notamment la société américaine ou la société anglaise. Si on prend les données historiques, la société française était aussi inégalitaire juste avant la Première Guerre que la société américaine aujourd'hui. C'est-à-dire, en gros, 10% de la population détenait 90% du patrimoine. Truc assez dingue. Avec les guerres, en fait, les richesses se sont réparties, les patrimoines ont diminué, ce qui fait qu'on est revenu dans des choses égalitaires. Et aujourd'hui, par contre, on retourne dans des inégalités qui semblent être naturelles dans notre régime. Donc, sans juger ou quoi que ce soit, c'est bien, je trouve, d'avoir en tête ce type de schéma. Et ce que je disais, donc, côté développeur, juste pour partager, si vous regardez aujourd'hui le nombre de développeurs, le revenu qu'ils peuvent tirer des applications, c'est un peu la même chose en fait. Vous avez une toute petite minorité qui fait 99% du revenu, 1% fait 99%, et après c'est rapidement la misère en fait. En termes de, là je parle de développeurs d'app publiés sur des stores. Donc on est également, on reflète dans les économiques du développeur, on reflète ce qui est à peu près standard dans la société. Et je ne juge pas. Allons-y, revue de société, nos références. Bon, moi, Barbarie, tout de suite, j'ai pensé Mad Max. We don't need another hero. Et la version récente que beaucoup de personnes ont appréciée. Et sinon, il y a un livre qui a donné un film qui s'appelle La Route, The Road. Qui a lu La Route? Qui a vu le film? Ah ouais, c'est bien, le film?
Et qui a fait qui a lu le livre et... Ah, alors, le film est moins bien? Ouais, c'est pas toujours le cas. Ouais. Oui, non, en lisant le bouquin, en fait, tu projettes des trucs de malade et j'imagine... Enfin, je pense que c'est difficile à tourner, ouais. Mm. Euh, donc c'est une description d'une société barbare, dans le sens où il y a de la force, avec des instincts de survie qui s'expriment totalement. Et les gens ne sont plus libres finalement. Il n'y a pas de loi. Donc c'est la loi de la jungle et on voit ce à quoi ça peut conduire. Donc voilà, je vous recommande chaudement le livre. Et si vous préférez développer en regardant un film, vous pouvez regarder le film que je n'ai pas vu. Alors, despotisme, les références 1984, donc, qui a été écrit au moment du stalinisme et du nazisme. Donc, bien sûr, euh, Big Brother is watching you, c'est ça le despotisme. Le régime nazi, on connaît bien. Et malheureusement aujourd'hui, le régime qui est à Mossoul. Donc malheureusement, en fait, on est en train de parler de choses qui existent encore, hein. On est voilà, dans le vrai monde, là, il y a des choses qui existent encore. D'ailleurs, sur le sujet, il y a une version qui a été travaillée par un écrivain algérien qui s'appelle Boualem Sansal, qui s'appelle 2084. Big Brother s'appelle Boumedienne. Et en gros, lui, il apporte une critique d'une extension de ce que pourrait devenir une société prise entre le communisme et l'extrémisme. Je recommande également cette lecture. Anarchie. Je rappelle, anarchie. Alors, c'est vous qui avez rappelé. Alors, est-ce qu'il y a de est-ce qu'il y a de la liberté? Oui. Est-ce qu'il y a des lois? Oui. Est-ce qu'il y a de la force? Voilà. Ah bah. Alors, moi, je suis pas entièrement d'accord, mais ça, j'en parlerai après. Bon, moi, l'anarchie, j'ai découvert avec Vie pour Vendetta. Donc, super BD. Dont l'esthétique a été reprise. Alors, ça, c'est le film de Vie pour Vendetta, et vous pouvez reconnaître l'esthétique d'un groupe que vous connaissez bien. Là où je pense que Kant, il y a un truc que Kant n'avait pas prévu, c'est que c'était l'Internet. Et en fait, il est vrai qu'on peut se poser la question de savoir dans quelle mesure une communauté mondiale avec des points d'influence névralgiques peut avoir de la force. Et je pense qu'on peut se poser la question. Mais ce n'était pas dans le modèle de Kant. Voilà. Alors, maintenant, on va voter. Pour vous, déjà, qui fonctionne en Scrum? Ouh, hein. Ah, la moitié. D'accord. Qui sait ce que c'est que le Scrum? Ah, ça rassure. Ok. Donc ça, c'est une story. Et la question, c'est est-ce que le fonctionnement en Scrum est anarchique ou républicain? C'est un débat. Alors, ce que je vous propose, c'est de voter d'abord, on débat après. Alors, le Scrum, anarchique. Républicain. Pourquoi? Hein? Par peur? Ah, barbare. J'avais pas prévu celle-là. Alors, qui vote pour du barbare? Alors, très bien. Est-ce qu'on peut faire circuler un micro avec quelqu'un qui va représenter l'opinion barbare, quelqu'un qui va représenter l'opinion démocratique, enfin républicaine, et un pour l'opinion anarchique? Et s'il y en a un qui est en despote, on y va. Allez. Ah, on peut pas faire circuler. Bon, on le fera tout à l'heure au café. On fera au café Philox. Voilà. Bon, on verra si on a un petit peu de temps. Euh, Moi, ce qui me fait réfléchir, c'est que je pense que le Scrum Master apporte un élément de force qui fait que c'est pas anarchique et que c'est peut-être républicain. Mais ça se discute. Voilà. Après, barbare, c'est intéressant. Ça, faut qu'on en parle.
Je suis intéressé. Ah, la force. La force, en fait, c'est une force, c'est-à-dire un pouvoir reconnu par tous, qui a le droit de diriger les gens dans le respect des libertés et des lois pour le bon fonctionnement de la communauté. Mais donc c'est un pouvoir accepté, enfin c'est une délégation de pouvoir sous forme de contrat qui fait que la personne a le droit de dire bah non là, là ça va pas le faire. Hein? Ouais, c'est ce que je pense aussi. Ouais, ouais. Sans Scrum Master, en fait, ça serait l'anarchie. Coercitif. La force a un côté coercitif qui peut amener de la brutalité. J'ai jamais vu ça en Scrum, mais enfin si en Scrum, mais au rugby. Au rugby, il y a des Scrum aussi, mais c'est oui. Bah, c'est le pouvoir en fait de pouvoir, enfin, de faire appliquer les lois et respecter la liberté aussi. Ouais. Bon, voilà, c'est un débat, hein. Il n'y a pas de honte à avoir des débats ouverts. Allons-y. Allons-y. Alors maintenant, on oublie Kant et on va regarder les régimes qui ont été imaginés pour le futur. Alors, qui a écouté Iron Maiden dans sa jeunesse et encore aujourd'hui? Voilà. You are planned and you are damned in this brave new world. Bon, alors, Brave New World, c'est le meilleur des mondes, tout à fait, qui a été écrit dans les années 30. Je vous le résume rapidement. Qui n'a pas lu Le meilleur des mondes, en fait? D'accord. Est-ce que vous êtes intéressé par un résumé? Blitz. Je fais rapide. OK. Ouais. Donc, les gens, en apparence, sont heureux. Ils ont des jeux. Il y a de la musique permanente, des odeurs, du sexe de partout. Quand ils ont un petit peu d'angoisse ou quand ils veulent s'endormir, on leur donne des petites pilules qui n'ont pas d'effet secondaire. Donc c'est mieux que l'alcool, mieux que les drogues. Ça s'appelle le soma. C'est génial. C'est génial. Bon, après, quand on regarde la société au quotidien, ce qui se passe, c'est un petit peu ce qu'a illustré Iron Maiden sur son écran, c'est qu'en fait, c'est l'enfer. Parce que c'est une société hyper hiérarchique, où il y a des alphas, des bêtas jusqu'à epsilon. La reproduction est programmée, il n'y a plus de reproduction naturelle, donc par embryon avec du clonage. Et chacun est conditionné, une fois qu'il est né, il est conditionné avec des bandes sonores qu'il écoute la nuit, qui lui donnent des messages, qu'il va ressortir ensuite toute sa vie. C'est un conditionnement total dans son rôle, c'est-à-dire qu'une personne qui est bêta ne peut pas devenir alpha ou un alpha ne peut pas devenir epsilon. Il n'y a pas de relation de couple, puisque toutes les relations sont temporaires et purement à des fins jouissives. Il n'y a pas de relation papa-maman-enfant, puisque les enfants naissent de manière non naturelle. Et donc arrive là-dedans quelqu'un qui vient d'une société qui ressemble un peu plus à la nôtre, et on a sa vision et sa manière de voir les choses. Donc c'est une société hyper hiérarchique, très organisée, efficace, avec un maximum de technologie dans tous les sens, mais globalement pas une société dans laquelle moi, je serais heureux. Après, c'est un choix personnel. J'aurais pu être conditionné pour être heureux dans ces conditions, c'est vrai. C'est vrai, et je serais heureux. Eric sort de ce corps, je suis heureux. Je n'ai pas de doute ni d'angoisse. Alors, technocratie, pour moi, c'est aussi les technopapes de l'Incal. Qui a lu l'Incal? Ah. Donc, je crois pas qu'il y ait eu de film, là, ou de reprise. Donc, c'est une société dans laquelle il y a une primature de la technologie, puisqu'il y a un technopape. Et là-dedans, il y a un homme, enfin quelqu'un, un humain à peu près normal, qui porte un regard sur cette société et qui en montre les limites.
Et en fait, il n'y a pas de limite. Et du coup, ils sont obligés d'avoir recours, enfin ils ont la chance de tomber sur une autre civilisation qui leur apporte quelque chose de spirituel, qui va pouvoir renverser le pouvoir du technopape. Après l'Incal, c'est moins bien. Puisqu'il y a eu la suite après l'Incal. Enfin, j'ai moins... Alors, je passe en orange. Transhumanisme. Ah mince. Ah ouais, il y a eu un truc là. J'ai vu un flash. Ah, je sais pas ce qui s'est passé. Ah oui, attends. Hop. Later. Install tonight. Ah oui, il a tout pété là. Tout pété. Bon. Non, non, mais non, l'autre bureau est mort aussi. Ouais. Tout est mort. Il n'a pas aimé le transhumanisme. Il y a eu un. J'ai activé une. J'ai activé un. Hop là. Ah ben c'est ça. Ils sont venus me chercher. Hop. Tac. Attends. Hop. Oh, c'est bon. Attends. Ah ouais, non, mais si vous voulez, hein, moi. Attends. Hop. Hop. Present. Et là, start présentation. Tac. Ah! Et on est au bon slide. Ah, sauf que moi, je le vois plus. Ah, bah, ça va être. Alors, transhumanisme, ma première exposition au transhumanisme, c'était avec Barjavel. Donc, Barjavel, écrivain français, qui, dans les années 40, a écrit notamment, mais il en a écrit plein d'autres, Le Voyageur imprudent. Voyageur imprudent en tant que tel, rien de remarquable. Enfin, moi, ce dont je me souviens, c'est la toute dernière partie, où il voyage 100 000 ans en avant, et on se retrouve dans une société hyper spécialisée, où on a des bourgeois qui sont des grandes bouches dans lesquelles on doit verser du vin et du lait régulièrement, des reproductrices qui sont juste des reproductrices. Il y a des esclaves et des serviteurs qui sont idiots. Il y a des décideurs. Et en fait, les décideurs, c'est juste des cerveaux dans le formol qui sont connectés à l'ensemble du monde avec des capteurs et qui ne font que prendre des décisions toute la journée. Et voilà, c'est ça la société hyper spécialisée dans laquelle Barjavel nous avait projeté. Donc une forme de mutation de l'espèce humaine. Une deuxième, alors fondation, qui n'a pas lu Asimov? Aucun. Ah ouais. Alors, bon, vous pouvez voir, il y a un film avec, comment il s'appelle, Will Smith, iRobot, qui est juste un petit opus d'Asimov. Sinon, moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'était Fondation. Dans Fondation, on sauve la civilisation en créant un petit noyau de civilisation, puisque une science, la psychohistorie, enfin la psychohistoire, a détecté que la civilisation était menacée pendant 30 000 ans si on ne faisait pas ça. Donc ça, une fois de plus, des grandes décisions prises par une technologie qui amène à des dérives totales. Et il y a une scène que j'aime bien, je ne sais pas pourquoi elle m'a toujours marqué, peut-être je suis un peu claustrophobe. On est deux, trois dans un ascenseur qui fait 1 kilomètre de long, et l'ascenseur s'arrête. Le long d'une paroi métallique, l'ascenseur s'arrête. Et là, en fait, dans l'ascenseur et de joignable depuis l'ascenseur, personne ne sait comment joindre quelqu'un qui sait réparer l'ascenseur. Donc en fait, les hommes ont utilisé les robots comme esclaves, et finalement, c'est eux qui deviennent esclaves de la technologie. Grand livre, La mort de la mort. Alors là, c'est très joli, dans le sens où ce n'est pas du tout une apologie du transhumanisme, comme on a pu le dire. C'est une analyse des tendances en cours en termes de génomique, de nanosciences et de sciences de l'information qui vont converger d'ici 2050 vers la possibilité d'avoir des êtres humains qui vont vivre, qui auront le pouvoir de vivre plusieurs centaines d'années, puisqu'on aura été capable de traiter
tous les processus de vieillissement et toutes les maladies dégénératives. C'est très intéressant puisque c'est au moins en plus il n'y a pas vraiment de conclusion. La conclusion c'est juste posez-vous des questions et regardez ce qui se passe en médecine et sur le web. Donc, je vous le recommande chaudement. Alors les robots. Alors moi les robots j'aime bien en général parce que quand on voit les robots du Doctor Who ou de Star Wars, ils sont presque humains, attachants. Mais j'ai quand même un avis partagé, parce que pour moi, les robots, c'est aussi Terminator. C'est-à-dire, à un moment, en fait, y compris dans la dernière version, qui est pas mal, à un moment, les robots décident de prendre le pouvoir parce qu'ils se rendent compte que l'espèce humaine n'est pas efficace. Et donc, l'espèce humaine, il faut s'en débarrasser. Donc, ça pose des questions. Donc moi, je vais aller très vite, il me reste 30 secondes. Est-ce que j'ai le droit à une petite rallonge? Ouais. Ok, c'est cool. Alors, je suis plutôt écolo. J'étais élevé à la campagne. Et il y a un gars dont je me souviens, c'est Rousseau. Donc, côté écolo dans les confessions. Et le contrat social. Qu'est-ce que le contrat social? C'est un truc qu'on a oublié, en fait. C'est une communauté, donc une société, qui est d'accord pour donner un pouvoir à des représentants. Donc on va appeler ça l'État, on constitue l'État, et a toujours le pouvoir de contrôler ce que l'État fait. Et c'est un contrat. Le citoyen ne peut pas rompre le contrat avec l'État, et l'État ne peut pas rompre le contrat avec le citoyen. Donc c'est un principe fondamental qui me semble tout à fait sain, et qu'on ne voit pas toujours en place. Ouais, d'accord, ok. Bon, sinon, la société des avatars, moi j'ai plutôt bien aimé, plutôt écolo, bien adapté, un peu techno, ce qu'il faut. Ah bah celui-là, c'est dommage, je pourrais pas en parler, mais je vous le conseille fortement. Zero Marginal Cost Society. Il y a notamment une analyse des commons au Moyen-Âge en Angleterre qui va résonner avec beaucoup de choses qu'on fait. Et aussi une description d'une société où le partage en temps réel permet de gérer des problématiques notamment d'énergie. Après toute une thèse sur la troisième révolution industrielle. Et ma civilisation préférée, c'est Dune. Pareil, adaptée à la nature, complètement, avec de la techno comme il faut, et plutôt de la représentativité. C'est qu'une planète. Ah oui, non, mais je te parle juste juste les Fremen. Les Fremen, j'aime bien. Mais le reste, oui, non, mais c'est sûr, je ne milite pas pour les Anakin. Voilà. Sinon, pour terminer, que vous ne le vouliez ou non, vous avez déjà pris la pilule rouge, parce que vous savez ce qui se passe. Vous êtes déjà de l'autre côté de la matrice. Donc en fait, le choix est relativement simple pour vous. Vous êtes condamné à vous engager. Et on va parler de tout ça au Café Philox. Et on n'oublie pas, quand un philosophe me répond, je ne comprends plus ma question. Donc ça ne sera pas ça au Café Philox. Voilà. Et